Bonjour Olivier Marleix. Bonjour Adrien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, la majorité s'interroge sur un éventuel remaniement. Revient sur la table la question d'une alliance avec les Républicains. Vous avez déjà dit non. Est-ce que non aujourd'hui, ça veut dire non pour toujours ? Ça veut dire oui, ça veut dire non pour toujours. La politique, c'est quand même une affaire de conviction, de projet, de vision, et notre projet n'est pas celui du président de la République. On le voit sur la question de l'immigration, qui est pas un petit sujet. On n'a pas du tout le même projet que lui. On va en parler longuement. Sur les questions d'autorité, on n'a pas la même vision que lui. Il a gardé toutes les lois de Madame Taubira. Le président de la République, il est dans une vision de l'économie qui est toujours celle de la mondialisation heureuse. Moi, je crois au patriotisme économique, donc assez loin de sa vision. Et puis sur la question des finances publiques, on est aux antipodes. Il y a eu, pour lui, toute réponse politique, c'est de la dépense supplémentaire, avec un niveau de dette colossal. Donc, on a évidemment trop de divergences, tout ça n'a aucun sens. Même dans un esprit de coalition, voire de cohabitation, comme on a pu entendre certains de votre famille politique dire, on construit quelque chose ensemble de nouveau, on écrit une nouvelle page. Tout ça aurait supposé que l'histoire soit totalement différente depuis le début. Donc c'est trop tard. Bien sûr. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est de votre famille politique, à nos confrères de l'agence France Presse, dit ce matin, pour un accord global, c'est à Emmanuel Macron que revient l'initiative, c'est à nous de l'apprécier. Mais il envisage quand même l'idée que le président de la République puisse encore prendre des initiatives. Alors écoutez, je veux peut-être plus aimable que je ne le suis, mais sur le fond, il y a des moments fondateurs de notre vie politique, ça s'appelle l'élection présidentielle. Le projet d'Emmanuel Macron n'est pas le nôtre. Voilà, je pense que une fois encore, les arrangements sur un coin de table, moi je n'y crois pas du tout. Bon, pour le coup, la première ministre, je pense que les Français, attendront pour après une vraie rupture. D'ailleurs, même Édouard Philippe commence à préparer la rupture. Donc voilà, c'est pas nous qui allons monter sur le Titanic. Bon, le Titanic, ça va faire plaisir au gouvernement et au président de la République. Il se trouve qu'il y a quand même des voix dans votre famille politique qui plaident pour. Je pense à Nicolas Sarkozy, nos confrères de l'Express révélé il y a quelques jours qu'il avait été reçu par Emmanuel Macron, qu'il avait plaidé pour un premier ministre de droite. Pour le coup, un premier ministre, c'est pas n'importe quoi. Son avis ne compte pas pour vous, l'idée que Nicolas Sarkozy fasse cette recommandation? Moi, j'assume, j'ai beaucoup de respect, d'affection pour Nicolas Sarkozy, mais j'assume un désaccord là-dessus. Voilà, alors, il pousse le président de la République, Emmanuel Macron, à venir vers la droite, à essayer de faire une politique de droite. Tant mieux, mais enfin, c'est vrai que le président de la République beaucoup changé d'idée sur beaucoup de sujets, donc sans doute que l'influence de Nicolas Sarkozy lui est utile. Il s'est converti au nucléaire, c'est très bien. Voilà, donc c'est bien que Nicolas Sarkozy essaie de pousser sur de bons rails, mais voilà, moi je crois pas à la conversion à droite d'Emmanuel Macron. Mais admettons, pas d'accord avec vous, vous entrez pas au gouvernement et vous laissez, comme vous dites, le Titanic sombrer. Avoir un Premier ministre qui viendrait de la droite, est-ce qu'au moins ce serait mieux que la situation actuelle? Même, mettons, un ancien des Républicains, comme un Sébastien Lecornu, dont le nom circule parmi d'autres. Je suis pas sûr que le fait d'avoir trahi ses amis face d'un des anciens des Républicains, le meilleur interlocuteur au quotidien avec nous, c'est une drôle de conception de la vie que d'imaginer ça, quoi. Donc ce serait pire qu'Elisabeth Borne aujourd'hui? Je peux pas donner de bons points, voilà. Enfin, écoutez, je crois les Français ont voulu, aux élections législatives, mettre le président de la République un peu sous tutelle de cette Assemblée nationale où toutes les oppositions sont représentées. Chacun assume ses responsabilités. Voilà, on l'a fait de moments plus ou moins confortables, plus ou moins faciles. On assume donc nos responsabilités en votant selon nos convictions, ce qui nous paraît utile aux Français. Et je pense que voilà, on peut continuer à avancer comme ça. On a fait des choses importantes depuis un an, notamment le retour du nucléaire. Pour le gaulliste que je suis, c'était assez inespéré. Le président de la République voulait fermer 14 réacteurs il y a 3 ans. Voilà, on a programmé l'ouverture de 14 réacteurs. On a fait un changement à 180 degrés. Donc on arrive à faire des choses utiles pour le pays. Il y a aussi eu, Olivier Marleix, des débauchages dans votre famille politique. Certains, et vous venez de le rappeler, ont quitté LR pour aller au gouvernement. Si là, ça se reproduit, qu'Emmanuel Macron réussit à décrocher certains de vos élus, parlementaires, élus locaux, qu'est-ce qui se passera pour eux? Ils seront exclus? Évidemment, ils quitteront notre famille politique. Enfin, j'observe que depuis, ça s'est produit il y a 6 ans, que depuis c'est devenu un peu plus laborieux, quoi. La dernière prise de guerre, c'était mon prédécesseur, M. Abad. Bon, voilà. Ça n'a pas fait long feu. En effet. Au-delà de la question des Républicains, vu la situation politique du pays, vu la situation de l'Assemblée nationale, est-ce que vous considérez que le gouvernement et le président doivent changer quelque chose? Est-ce qu'il faut changer d'équipe? Est-ce qu'il faut changer certaines incarnations dans des ministères qui vous paraîtraient prioritaires? Est-ce que c'est un changement de méthode? Où se situe le besoin de changement s'il y en a un? D'abord, il y a un changement de méthode, à l'évidence, mais ça vient du président de la République lui-même. C'est un vrai besoin d'écoute. Une fois encore, dans cette Assemblée nationale, de manière assez inattendue, finalement, on arrive de temps en temps à construire
Pas forcément des consensus absolus, mais il peut y avoir des convergences. On en a eu sur le nucléaire. On a voté un certain nombre de textes d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, notre programmation militaire, de manière très très large. Voilà, ça suppose que d'abord la méthode change, que le président de la République soit beaucoup plus dans l'écoute. Après, une fois encore, il y a des sujets où il y a vraiment des fractures un peu radicales. Vous parliez sur votre antenne de la ruralité à l'instant. Pourquoi est-ce que le monde rural meurt aujourd'hui ? Parce que sous la pression d'une forme d'écologie un peu radicale, on interdit toute consommation du foncier dans le monde rural. Alors vous faites allusion à ce mécanisme zéro artificialisation nette, mais et là-dessus le gouvernement a des choix, des options, celle de Madame Borne, celle de certains ministres. Il y a l'annonce d'un grand plan ruralité aujourd'hui, oui, mais avec des mesures ça ne servira à rien. C'est une tartufferie si on interdit de rendre disponible le moins de foncier dans le monde. Vous diriez, comme Nicolas Sarkozy à l'époque, la formule c'était, je crois de mémoire, l'environnement, ça commence à bien faire. C'est un peu ce que vous ressentez aujourd'hui ? Non, ce que je reproche au gouvernement, c'est d'être l'otage, de ne pas savoir dire non, d'avoir peur de se fâcher avec une écologie radicale. Alors, moi, je préfère une écologie amicale. Or, on le voit bien, le président de la République hier est allé fait une sortie sur la réindustrialisation du pays. Faire croire qu'on va réindustrialiser en gardant le zéro artificialisation, sans artificialiser, ou alors en allant chercher quelques friches, moi je n'y crois pas. C'est faux. Aujourd'hui, on le voit dans nos territoires. On n'est plus capable d'implanter des grandes entreprises parce qu'on n'a plus de foncier, on n'a plus de réserves et on nous interdit d'en consommer. Mais il n'y a pas besoin avec de protéger. modération, évidemment. Mais le zéro artificialisation, c'est de l'écologie radicale et le gouvernement est otage de cette écologie. Mais vous ne croyez pas à la nécessité, pour le coup, d'un changement radical ? Alors, quand il est radical, c'est pas dans le mode d'action, c'est dans la direction. Même votre département aujourd'hui, l'Eure-et-Loire, est concerné par une alerte à la pollution à l'ozone. Tout le monde, dans sa vie quotidienne, voit les effets du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité. Franchement, c'est pas parce que vous allez interdire à un village rural de construire 5 pavillons que vous allez régler cette question. Je vous rappelle que la part de la France dans les émissions de carbone mondiales. Donc voilà, un tout petit peu de raison. Une fois encore, ce gouvernement est sur certains sujets extrêmement fermés en réalité, malgré des discours prétendument ouverts. Bon, on a compris depuis le début de cette entretien que vous êtes dans l'opposition et que vous entendez y rester. Vous avez même brandi l'arme de la menace de la motion de censure il y a quelques jours à propos de l'immigration que vous évoquiez à l'instant, disant s'il y a un texte laxiste, si j'ai bien compris votre manière de voir les choses, vous pourriez déposer une motion de censure. Vous le redites ce matin. Oui, bien sûr. Moi, je crois que en matière d'immigration, les Français attendent un changement radical. Ils ne supporteraient plus qu'on fasse semblant. Or, le texte sur lequel le gouvernement tergiverse depuis un an, c'est un texte qui prétend à la fois réduire les flux, si on en croit Monsieur Darmanin, mais régulariser ou créer de nouveaux titres de séjour. Mais vous avez la possibilité de vous abstenir ou de voter contre. Pourquoi la motion de censure ? Parce que c'est vraiment, pour moi, un sujet, dans cette Assemblée où il n'y a pas de majorité, on est malheureusement contraint d'accepter l'usage du 49.3. Et vous avez remarqué que mon groupe ne votait pas les motions de censure parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui dans le pays. Sur ce sujet-là, certains députés en ont voté. Sur ce sujet-là, en particulier, je pense que le gouvernement n'a pas le droit, c'est un sujet trop important, le gouvernement n'a pas le droit de tromper les Français, de faire croire qu'il va régler le problème, et au contraire de l'aggraver. Donc oui, c'est une ligne rouge pour nous. Alors, je m'arrête juste un instant pour être sûr d'avoir compris. Vous déposerez une motion de censure si le gouvernement passe par 49.3 sur la loi immigration ? Il essaye de passer en force sur un texte qui aurait pour conséquence d'aggraver les flux migratoires dans notre pays. Nous pensons au contraire qu'il faut les réduire très sérieusement. Et donc, le projet du gouvernement n'en prend pas du tout le chemin. Mais il ne tient qu'à vous de modifier ce projet, puisque le gouvernement vous propose de discuter, de trouver ensemble un texte de consensus. C'est ce qu'on a fait en écrivant nous-mêmes un texte qu'on a déposé à l'Assemblée et au Sénat et qui, je pense, pourrait être examiné au Sénat dès la rentrée. Donc, il y aura un texte en discussion. Vous avez des contacts d'ores et déjà avec l'exécutif à ce sujet. On sait qu'Éric Ciotti a demandé solennellement à ce que vous soyez reçus, vous les Républicains, par Emmanuel Macron à l'Élysée. La Première ministre dit au Figaro ce matin qu'il va rencontrer tous les responsables politiques. Est-ce que vous parlez avec Emmanuel Macron ou avec la Première ministre de ce texte immigration ? Non, on a vu la Première ministre il y a
quelques mois, je ne sais plus quand exactement, je lui redis ce que je viens de vous dire très clairement, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'un texte qui fasse semblant et qu'on déposerait une motion de censure le cas échéant s'ils essayaient de passer en force sur un texte qui aggrave la situation. Mais il n'y a pas en ce moment de discussion. Vous n'êtes pas en train de discuter du contenu du texte immigration? Non, on a refait une proposition avec 2 textes extrêmement cohérents, extrêmement sérieux. Ils sont sur la table, c'est au gouvernement de se positionner aujourd'hui. Et on voit très bien qu'ils en sont incapables. Vous avez un jour M. Darmanin qui vous dit oui, on est prêt à durcir les choses, et vous avez le lendemain M. Véran, porte-parole du gouvernement, qui va au Danemark en disant non, regardez les pays qui ont trop durci, c'est pas possible. Voilà, donc on attend que le gouvernement se positionne. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Mais la Première ministre, ce matin dans le Figaro, pour le coup c'est la dernière déclaration en date, me semble assez clair quand elle dit « Nous voulons lutter contre l'immigration illégale », je la cite, « éloigner plus rapidement ceux qui n'ont pas à être sur notre territoire ». Est-ce que ça c'est du laxisme ? Non, mais en même temps, vous avez des phrases, vous avez toujours ce projet d'assouplir des règles d'immigration du travail, qui serait évidemment, ou de régularisation, qui serait évidemment un appel d'air dont on n'a absolument pas besoin. Je rappelle les chiffres. On accueille aujourd'hui, en 2022, on a accueilli 500 000 étrangers. 500 000 étrangers, on ne se rend peut-être pas compte, c'est la taille d'une ville comme Toulouse, c'est quand même pas rien chaque année, et c'est le double, ni plus ni moins que le double de ce qu'on accueillait quand la droite était au pouvoir avec Nicolas Sarkozy. Donc c'est des chiffres colossaux. Sur la demande d'asile, 156 000 personnes, presque 1 million à l'échelle européenne. On est incapable de gérer ces flux, et donc il faut une réponse beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus volontaire que ce que le gouvernement en réalité est prêt à faire. Il y a une aile gauche dans cette majorité, avec un président de la commission des lois à l'Assemblée, qui ne sont pas prêts à ce qu'on durcisse les règles, donc que le gouvernement mette de l'ordre dans son camp. Mais même le patronat, même Geoffroy Roux de Bézieux, qui est encore président du MEDEF pour quelque temps, dans une interview à nos confrères de la Tribune, dit « Il faut des textes clairs, pour embaucher davantage de travailleurs étrangers ». Même les patrons vous disent qu'il y a besoin de ces salariés. Monsieur Roux de Bézieux m'a dit, m'a autorisé à le dire, ne laissez jamais dire que c'est le patronat qui demande à ce qu'on assouplisse les règles en matière d'immigration. Donc je le répète une nouvelle fois. Voilà. Vous savez, on a depuis Nicolas Sarkozy dans la loi française. Il ne veut pas être instrumentalisé, il le dit, mais le fait est qu'il y a aussi cette demande de pouvoir. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le répéter. Ne me laissez jamais instrumentaliser. Ne dites pas que c'est le patronat. Dans la loi française, depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2011, il y a un titre de séjour qui s'appelle compétences et talents, avec une liste de métiers en tension qui permet au cas par cas de régulariser quand vraiment on a besoin. Bon, le gouvernement s'est assis dessus pendant 10 ans. M. Hollande et M. Macron n'ont pas réactualiser cette liste. Eh bien, voilà, si on veut un outil pour régler des cas très précis, on peut le faire. Mais sincèrement, on va pas régler le problème. Aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, à l'heure à laquelle on parle, a besoin de 300 000 postes non pourvus. Ce qui est terrible en pleine saison touristique. Bon, je pense pas que la facilité, ce soit uniquement de faire appel à l'immigration dans un pays où vous avez 3 millions de chômeurs. Même l'idée de quota de travail, ça vous conviendrait pas? De limiter? On n'est pas contre l'idée de quota, mais le quota, ça doit être l'expression d'une politique globale, une volonté restrictive globale. C'est pas quelque chose pour assouplir, notamment sur certaines professions. Alors, imaginons que le gouvernement accepte de faire un pas dans votre direction sur ces sujets-là. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à renoncer à certaines de vos propositions qui sont, pour le coup, des lignes rouges pour le gouvernement? Je pense, par exemple, à l'idée de pouvoir déroger au droit européen quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu. C'est en substance ce qu'il y a dans l'une de vos 2 propositions de loi. Ou encore la possibilité d'élargir le recours au référendum à la politique migratoire. Ça, c'est des lignes rouges pour l'exécutif. Est-ce que ça peut être des sujets de discussion? Je ne sais pas si c'est des lignes rouges pour l'exécutif. Moi, j'ai pas entendu le président de la République ou la première ministre dire non, tout va très bien. La jurisprudence de la CEDH qui nous oblige à donner les mêmes allocations à des gens qui viennent d'arriver sur notre sol, qu'à des gens qu'à des Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est formidable. Je les ai jamais entendus dire ça. J'ai entendu un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron dire il y a quelques jours qu'au contraire, il fallait dénoncer un accord franco-algérien au nom duquel un Algérien qui vient dans notre pays, au bout d'un an de séjour, a droit à vie ou à RSA. Voilà, moi je trouve pas ça normal. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes prêt à en discuter? Édouard Philippe non plus ne trouve pas ça normal. Donc là aussi, moi j'attends que le gouvernement se positionne, que l'exécutif se positionne. Pour l'instant, je ne les ai pas entendus officiellement se prononcer. Bon, en voyant toutes vos positions, au-delà des critiques que ça vous a attiré, ça a aussi attiré l'amusement du Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, hier, qui est l'un de leurs députés, disait il y a un alignement sur nos positions historiques qui est impressionnant. Vous ne craignez pas que les électeurs, à la fin, préfèrent l'original à la copie?
Je n'ai pas de leçon à recevoir de Monsieur Tanguy. Moi, j'appartiens à une famille politique qui a toujours porté. J'ai été, quand j'étais très jeune, collaborateur de Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, qui a fait référence. Je travaillais auprès de Nicolas Sarkozy, qui a eu une action résolue en matière de contrôle des flux migratoires, qui a réduit dans ce pays le nombre d'étrangers autorisés à séjourner. On est passé de 2,9 millions à 2,6 millions. On peut dire que c'est pas assez, mais enfin c'est une baisse de l'ordre de 11 ou 12%. Il serait resté 10 ans au pouvoir, les résultats auraient été vraiment significatifs. C'est grâce à l'alliance du Front National à l'époque et du PS que Nicolas Sarkozy a été battu. Donc non, on n'a aucune leçon à recevoir de Monsieur Tanguy sur ce sujet-là. Sur ce qui est la droite, vous avez samedi une réunion intitulée les États généraux de la droite pour la France, avec des ateliers assez évocateurs. Où en est la droite? Où la droite doit-elle aller? C'est un vaste programme. Si elle va jusqu'en 2027, la droite, vous êtes comme Éric Ciotti qui l'a redit hier dans l'idée, il faut que ce soit Laurent Wauquiez, on n'en débat pas? Oui, enfin, je vous l'ai dit, je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que personne de sérieux à droite ne veut revivre ce que l'on a vécu en 2016. C'est-à-dire une primaire, pas de primaire. Ce qu'on a vécu en 2022 avec une candidate désignée 5 mois avant l'élection présidentielle. Donc oui, il faut désigner notre candidat très vite. Éric Ciotti, quand il s'est présenté à la tête du parti, a dit « Si je suis élu, si vous me désignez, je vous proposerai de soutenir la candidature de Laurent Wauquiez. » Donc les choses sont très claires. Très vite, c'est quand ? Moi, ça me va bien. Je pense que dans une famille politique, à un moment, il faut se décider, il faut désigner un leader, et après on se range derrière, je dirais, où on s'en va. Mais voilà, on y va. Aussi parce qu'Édouard Philippe, dont vous parliez tout à l'heure, est déjà en campagne, on le voit, et qu'il y a une vraie concurrence à droite pour vous. Il sera le concurrent de Laurent Wauquiez si Laurent Wauquiez est candidat. Il y aura beaucoup d'autres candidats. Il y aura Madame Le Pen, il y aura peut-être Monsieur Zemmour, il y aura beaucoup de monde. Donc tout ça, c'est le même champ politique. Je pense que les Républicains ont besoin aujourd'hui clairement d'afficher la couleur, de dire qui sera leur candidat. On évoquait à l'instant la question de la censure possible. Gérard Larcher, dans cette même entretien à l'AFP dont je parlais tout à l'heure, évoque aussi l'hypothèse d'une censure sur le budget. Ça n'a pas été le cas l'automne dernier. Il n'y a pas eu de motion de censure déposée par la droite sur le budget. Est-ce que vous êtes prêt à le faire à l'automne prochain ? Sur le budget, on va être très attentif au sérieux. Je dirais, notre pays aujourd'hui atteint des zones extrêmement dangereuses en termes de dettes. 3 000 milliards de dettes, l'envolée des taux d'intérêt, le risque pour la France est grave. Et donc, il faut que le gouvernement se ressaisisse sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui ferait que vous décideriez de déposer une motion de censure sur le budget cette fois-ci, alors que vous ne l'avez pas fait l'année dernière? Sur le budget, je ne sais pas, on verra. On est encore très tôt dans la... Vous êtes plus prudent que Gérard Larcher. On ne peut pas supporter davantage de laisser aller budgétaire. Le gouvernement doit avoir une vraie réflexion. Alors, il y a beaucoup d'inertie chez eux. Je veux qu'on s'est beaucoup battu lors du dernier budget sur la fraude sociale. Ils ne voulaient pas y aller, puis finalement, ils viennent de présenter un plan. Voilà, donc il faut qu'ils prennent le sujet de la dépense publique à bras-le-corps. Alors, ça se pose la question de savoir où va leur argent. Et objectivement, aujourd'hui, les Français n'en ont pas pour leur argent. Quand on voit que nos grands services publics sont défaillants, l'école, l'hôpital, oui, il y a beaucoup de choses à remettre à plat. Mais c'est pas ce qu'ils font. Enfin, moi, j'ai entendu Bruno Le Maire dire on va faire des économies, on va, par exemple, commencer à supprimer ce qu'on appelle les niches brunes, c'est-à-dire les avantages fiscaux sur les énergies fossiles. Tout ça, ça va aussi permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses ou d'éviter d'en dépenser. Oui, enfin, une fois encore, la question de savoir comment on le fait, sur quel poste, sur quelle priorité. Cette question des niches brunes, par exemple, elle m'inquiète beaucoup parce que aujourd'hui, la seule économie que fait le gouvernement depuis plusieurs années, c'est sur les aides à la pierre. Le résultat, c'est tout ce qui est soutien au logement. Le résultat, c'est qu'on est en train de créer dans ce pays une crise du logement sans précédent, qui est une crise à la fois de toute une filière qui représente plus de 4 millions d'emplois. Vous les avez d'ailleurs reçus hier, je crois. Voilà, tout à fait, plus de 4 millions d'emplois. C'est à court terme une centaine de milliers d'emplois qui sont menacés. Et c'est pas du baratin. On connaît les ratios emploi par logement construit. Donc si on construit. Donc vous dites on fait pas les économies là où il faut. Faut pas toucher au logement, faut pas toucher aux énergies fossiles. Non, mais en tout cas, c'est pas un trait de plume brutal, sans se poser les conséquences derrière de ce qu'il y a. Je pense qu'il faut un travail de remise en cause un peu profonde de la dépense publique. C'est toujours plus facile de dire faut pas économiser là que de trouver l'endroit où on veut économiser. Non, mais écoutez, je vais vous donner un exemple. Il est temps de constater. Alors la droite a peut-être une responsabilité dans la création des ARS, mais aujourd'hui, on dépense près de 800 millions d'euros. Les agences régionales de santé. Cette couche administrative. Moi, je préférais très sincèrement, plutôt que d'avoir
avoir créé cette espèce aller dans chaque préfecture de région. Vous avez aujourd'hui une espèce de cité administrative consacrée aux ARS. Je préférerais que cet argent il soit mis dans les urgences de nos hôpitaux. Voilà, remettons un tout petit peu de bon sens. Un tout petit mot pour terminer à propos de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État qui a été auditionnée hier au Sénat sur le fonds Marianne et les conditions d'attribution de certaines subventions. Audition qui a été très commentée, très contestée. Elle s'est défendue en disant qu'elle n'était pas omnisciente. Est-ce qu'elle doit démissionner ? Écoutez, cette audition était assez surprenante quand même. On hésite entre incompétence et connivence. Et peut-être les deux. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de demander la démission des gens. Bon, enfin franchement, c'est assez affligeant, quoi. Merci beaucoup Olivier Marleix d'avoir été l'invité de LCI ce matin. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord, c'est votre météo, Ange.